Bienvenue dans la seconde partie de notre émission. Nous recevons l'auteur Moïse Inondjo pour parler de son livre « Le mirage des réseaux sociaux ». Bonjour, Monsieur Inondjo. Bonjour, madame. Bienvenue dans les carnets culturels. C'est tout un plaisir pour moi. Alors, nous allons parler d'un sujet très passionnant, mais avant de vous poser la question, la première question, je vais vous présenter. Vous êtes un écrivain togolais et fonctionnaire international, philosophe, romancier, analyste et essayiste. Vous êtes classé parmi les auteurs les plus prolifiques du Togo. Prix de l'indépendance 2006, Anne Senghor au Togo. Vous êtes auteur de 11 ouvrages, dont Sur les routes sanglantes de l'exil, inscrit au programme scolaire togolais, et 3 autres recommandés dans les collèges et lycées de votre pays. Le mirage des réseaux sociaux, publié au Sénégal aux éditions du Carré culturel, est votre 12e ouvrage. Exactement. Monsieur Inondjo, aujourd'hui, la grande majorité des jeunes sont connectés sur les réseaux sociaux. Les jeunes passent plus de 10 heures sur différentes plateformes et on voit que c'est une véritable addiction. Est-ce là cette prise de conscience qui vous a poussé à écrire sur cette question? Ouais, merci beaucoup pour l'opportunité d'abord que nous avons d'en discuter. Comme vous l'avez dit, c'est un problème. C'est une addiction aujourd'hui. Parce que j'irai au-delà même des jeunes et des adolescents pour dire tout le monde aujourd'hui est sur les réseaux sociaux, mais à des degrés différents. Nos parents, moi je me rappelle jusqu'en l'an 2001, quand moi j'étais en terminale, les téléphones, ce n'était pas tout le monde qui les avait. Et par après, aujourd'hui, quand on voit un peu un parent qui a un téléphone, ce qui est plus important pour lui, c'est de pouvoir appeler et recevoir des appels. Donc, s'il doit installer quelque chose, si on veut être concret, c'est peut-être WhatsApp qu'il installe pour pouvoir garder la communication. Mais quand on en vient aux jeunes et aux adolescents, on dépasse le niveau de la communication. On va vers le divertissement. Et c'est dans ce divertissement, dans cette communication, qu'on tombe sur beaucoup de choses. Donc, je crois que c'est aujourd'hui véritablement une addiction parce que quand vous voyez nos jeunes, nos adolescents, ils passent des heures et des heures sur le téléphone en train de parcourir les réseaux sociaux. Et si ça s'arrêtait uniquement à parcourir ou à communiquer, bon, ce serait bien. Mais le mal, c'est que il y a des effets vraiment négatifs. Et je crois que c'est ça qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Et dans l'ouvrage, vous verrez qu'il y a plusieurs degrés. Vous verrez d'abord que les parents, conscients de la nécessité pour leur enfant d'avoir la capacité de faire des recherches, ont décidé d'offrir un téléphone, d'offrir un ordinateur à leur enfant. Mais l'influence de ses camarades, cette influence justement a fait que il n'a pas utilisé ces instruments technologiques pour faire des recherches. Il les a plutôt utilisés pour d'autres fins. Et quand vous parcourez, vous verrez que progressivement, il a eu une tendance vers le gain facile à travers ce que nous appelons le travail de l'influence. Donc, il pensait que bon, il pouvait devenir star, etc. Et il est devenu, effectivement. Justement, mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Justement, dans le livre, on voit ça, que le jeune Eliman a abandonné ses études de droit pour devenir influenceur. Il a été attiré par ce monde des stars, par ces côtés où il voulait avoir beaucoup de followers. Et on voit aussi dans le livre que les parents n'étaient pas sur les réseaux sociaux comme Eliman. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire que les parents doivent être également présents et être connectés pour prendre conscience de ces dérives qu'on retrouve sur les réseaux sociaux? Bon, je ne peux pas demander aux parents d'être permanemment connectés. Ce n'est pas totalement la solution. C'est vrai que s'ils ont une capacité de comprendre un peu, si je prends un exemple, tel réseau social, voilà peut-être les dangers qu'il y a là-dessus. Bon, ça c'est une bonne chose. Mais ce que je pense, c'est que il faut que les parents, sachent que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Des choses positives comme négatives, mais beaucoup plus négatives aujourd'hui par rapport à l'usage des adolescents et des jeunes, qui sachent également renforcer la communication avec leurs enfants, parce que ça leur permet de pouvoir savoir
avec qui tu parles, qu'est-ce que tu cherches sur les réseaux sociaux, quel site tu fréquentes, quelle application tu as. Et en fonction de ça, il peut maintenant savoir comment orienter ou mieux réorienter l'enfant. Donc, c'est très, très important. Mais je pense que ça doit aller au-delà également des parents, parce que l'un des cadres où nos enfants se retrouvent beaucoup plus, c'est également l'école. Donc, on doit pouvoir avoir une stratégie à l'école pour pouvoir, c'est pas, je dirais, avoir une certaine influence positive pour que les enfants sachent que sur les réseaux sociaux, on peut tout découvrir. Donc, essayer de voir comment paramétrer un peu cet usage des réseaux sociaux. Voilà. D'accord. Monsieur Inonjo, avant d'écrire le livre, je suppose que vous avez fait des recherches. Comment vos observations et vos recherches nous montrent à travers le livre, on va dire, toutes les dérives qu'on retrouve dans les réseaux sociaux? Ben, avant d'écrire, je peux vous dire que quand on lit, on pense que c'est une créativité ou bien c'est, non. Au-delà de l'aspect créatif, cet ouvrage ou le contenu de cet ouvrage relève de la réalité. Donc, c'est trois histoires de jeunes et d'adolescents que j'ai essayé de combiner pour créer cette histoire. Vous verrez d'abord toute cette belle ascension. Là, c'est le côté positif des réseaux sociaux selon les jeunes et les adolescents. Mais à partir d'un moment, vous allez vous rendre compte que Elinam a atteint un certain niveau. Il avait de l'argent, mais il s'est rendu compte que ce qu'il avait ne répondait pas vraiment à sa vie de star. Ouais. Il voulait en avoir plus. Et là, il commence par tomber dans ce qui est caché. Il tombe d'abord dans la cybercriminalité. Après, il tombe dans la drogue. Et c'est par rapport à cela qu'il a été arrêté, déporté dans son pays. Et quand il est arrivé, puisqu'il avait été envoyé pour les études, les parents ne savaient pas ce qu'il faisait. Pour eux, il était en train d'étudier. Donc, quand il revient, il dit non, je suis venu me reposer pour repartir. Mais après, on lui demande où sont tes diplômes. Vous savez qu'il a falsifié ses diplômes, il a créé, il a fait des montages, il a envoyé à ses parents. Donc, ne sachant pas quoi dire, il a demandé encore conseil à qui? À son ancien ami de prison, qui lui a dit, écoute, quand c'est comme ça, il faut finir avec. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de tuer ses parents. Donc, c'est pour dire que un couteau, quand vous prenez le couteau par exemple, il sert à découper la viande que nous mangeons très bien, mais il peut également servir à tuer. Donc, on dit souvent un couteau à double tranchant. Donc, pour montrer justement que les réseaux sociaux également ont leur bon côté et il y a également le mauvais côté. Justement, face à ces dangers qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, Monsieur Inonjo, quelle est la part des créateurs de ces plateformes? Leur part des responsabilités? Je pense que c'est comme si vous me posez la question par rapport à la cigarette. Vous savez, c'est d'abord un domaine commercial. C'est commercial. Donc, quand c'est commercial et qu'on a des gains à tirer, on cache quelquefois le côté négatif. Aujourd'hui, il y a des États qui ont imposé que sur les boîtes de cigarettes qu'on mette nuit gravement à la santé. On a même fait des dessins et autres. Oui. Donc, il y a des États également par rapport aux réseaux sociaux qui ont essayé de réglementer. Il y a des applications, des sites qui ne peuvent pas être téléchargés sur leur territoire. Et il y a d'autres qui demandent aux responsables de ces plateformes-là d'avoir une certaine stratégie pour réglementer. Donc, lorsque vous rentrez, il y a des mots, quand vous les tapez, vous ne pouvez pas accéder. Il y a l'âge. Quand vous rentrez sur cette application, on demande d'abord votre âge. On peut même demander de scanner votre pièce d'identité avant qu'on ne vous donne certains accès. Et on suit les discussions, les plateformes de rencontres, des rencontres. C'est là vraiment que nos enfants vont, nos jeunes frères, nos jeunes sœurs vont. Et quand ils rentrent là-dedans, après c'est un retour, ou bien c'est un chemin sans retour. Parce qu'ils se retrouvent face à des situations, et vous allez voir ça dans le livre, où
Il y a eu cette fille de 14 ans qui a rencontré, par exemple, un monsieur en ligne. Ils ont commencé, ils ont dit ils vont se rencontrer, et le jour où elle est sortie pour le rencontrer, bon, ça a été un enlèvement. Donc, il y a tellement de risques, que il est important qu'on puisse justement amener les responsables des plateformes à comprendre que c'est bon ce qu'ils font, mais attention, il y a des dangers ou bien il y a des gens qui les utilisent à d'autres fins. Donc, mettre des restrictions qui permettront justement d'abord aux personnes majeures de pouvoir y accéder et ensuite suivre les conversations pour voir quand il y a des risques de dérive, qu'on puisse justement avoir une stratégie pour en appeler peut-être aux parents, pour rechercher la personne. On a toutes les données des gens qui s'inscrivent, donc pouvoir s'approcher de ces personnes pour essayer de réduire les risques. Monsieur Unondio, vous êtes un spécialiste des faits de société, vous écrivez... Bon, c'est ce qu'on dit, je ne sais pas. Vos livres, en fait, ont tendance à parler des faits de société, comme notamment cet ouvrage, aujourd'hui, Le mirage des réseaux sociaux. Vu que le phénomène des dérives, de tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux tend à augmenter au lieu de diminuer, quels conseils donneriez-vous aux jeunes aujourd'hui pour avoir un équilibre entre une vie virtuelle et une vie réelle? Bon, je pense que il est très important, et ça, ce n'est pas un travail uniquement pour moi. Moi, je le fais à travers mes ouvrages. Comme vous avez su le dire au début, j'ai un ouvrage qui parle un peu de la paix et de la guerre, qui a été, en raison de sa portée, qui a été inscrit au programme scolaire. Il y a également un ouvrage, Sarafina ou Un destin brisé. Ça, c'est également un peu les réseaux sociaux, et qui a été recommandé par le ministre. Il y a également Noura la martyre de l'adolescence qui a été recommandé. Et puis, il y a Condamné à ne jamais naître qui a été recommandé. Ça, c'est mon travail. Je le fais. Mais mon travail devait peut-être être un outil pour pouvoir servir d'abord peut-être dans les écoles, avec les associations, les ONG. Faire un débat autour de cet ouvrage peut permettre aux jeunes de mieux comprendre. Mais l'ouvrage s'adresse également aux parents. Les parents devaient pouvoir s'en approprier pour pouvoir mieux comprendre. Et quand ils comprennent, comme je l'avais dit, ils pourront renforcer justement la communication avec leurs enfants et pouvoir mieux les orienter. Mais l'ouvrage s'adresse beaucoup plus à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs. Et pas plus tard qu'hier, il y a une petite fille de 14 ans qui m'a fait un témoignage. J'étais très, très, très heureux. Elle m'a dit, tonton, j'ai lu, j'ai pris ton livre chez maman, j'ai lu. Mais en réalité, c'est pas un livre pour maman et papa, c'est pour nous, parce que j'ai découvert beaucoup de choses. Je ne savais pas que, en faisant ceci, les gens que nous rencontrons sur les sites, c'est elle qui m'a cité même des sites ou des applications que moi je connaissais pas. Donc, vous savez, aujourd'hui, surtout dans les écoles, moi j'ai été censeur proviseur de lycée, je sais un peu de quoi il s'agit. C'est le suivisme. Le suivisme. Vous allez voir que si Elinam est rentré dedans, c'est parce que ses camarades de classe ont commencé par prendre la place des parents. Donc, il y a cette éducation autour de nous qui remplace l'éducation qui doit venir de nos parents. Donc, à travers le suivisme, il est rentré dedans. Donc, c'est juste pour dire que si nous n'arrivons pas à dire, à communiquer véritablement avec nos enfants, c'est l'entourage qui va communiquer avec eux. Donc, il est très important, selon moi, que la question des réseaux sociaux, leur portée, mais également les défis qui sont liés justement à leur usage, fassent objet de communication dans tous les sens, de façon horizontale, de façon verticale, qu'on puisse discuter à l'école, entre parents et enfants, entre amis, etc., pour que les gens puissent comprendre vraiment les défis qui sont liés justement aux réseaux sociaux. Voilà un peu mon avis. Et un conseil à donner aux parents? Les parents doivent juste prendre conscience que aujourd'hui, ils font du bien en achetant, par exemple, un téléphone à un enfant et autres, mais en même temps qu'il y a un autre travail à faire sur comment utiliser, comment on appelle ces outils aujourd'hui. Je vous donne un exemple pas plus tard que la semaine passée.
Il y a un enfant que j'aide personnellement. Et l'enfant m'a demandé, c'est un enfant de 13, 14 ans, orphelin, excusez-moi le terme, mais qui me demande, tonton, je veux quelque chose, je veux te demander quelque chose. Je dis quoi? Non, je veux un iPhone, parce que mes amis, c'est ça qu'ils utilisent, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Et je dis, ah bon, et c'est combien? On dit 700 000. Et toi, tu peux utiliser un téléphone de 700 000. La personne à qui tu demandes n'a même pas un téléphone de 700 000. Et toi, tu veux l'utiliser. Mais ce qui m'a surpris, c'est que 3, 4, 5 jours après, l'enfant tenait ce téléphone. Et ça peut susciter beaucoup de questions auxquelles je ne peux pas répondre ici. Ouais. Donc, où est-ce que l'enfant a trouvé? Par où l'enfant est passé pour avoir ça? Quelles ont été les conditionnalités, etc., etc. Les parents ont un grand rôle à jouer. Aujourd'hui, le monde avance. Il faut pas qu'ils soient trop en retard. Ils doivent essayer, même s'ils ne doivent pas être au même niveau que les jeunes et les adolescents, essayer de se rapprocher, de connaître le minimum en termes de impact des réseaux sociaux, en termes d'usage de la technologie sur les enfants. Et par rapport à ça, s'ils peuvent les suivre, c'est une bonne chose. S'ils peuvent avoir des conseils ou des orientations de ceux qui connaissent mieux un peu l'impact des réseaux sociaux pour pouvoir les accompagner dans l'éducation de leurs enfants, je crois que ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup, Moïse Inandjo, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, je vous encourage à acheter le livre Le Mirage des réseaux sociaux pour aiguiser vos connaissances sur ce fait d'actualité qui fait toujours couler beaucoup d'encre et des salives, à savoir les réseaux sociaux et les dangers qu'on peut retrouver dans ces plateformes. À très bientôt pour un autre numéro dans les carnets culturels.